Bonjour à tous, on arrive mi-octobre, les constructeurs commencent à nous donner pas mal de nouveautés pour l'année 2025 à quelques semaines de l'ECMA de Milan. On profite donc de ce nouveau format de nouveautés du monde de la moto sur la chaîne Mike Papa, un rendez-vous tous les dimanches, ou presque. On a pas mal de trucs à voir, donc on traîne pas, on s'abonne et c'est parti pour les nouvelles de la semaine. On commence cette semaine par la marque italienne qui me tient particulièrement à cœur parce que j'en ai une dans le garage. Le remaniement de la gamme Scrambler 800 chez Ducati avec l'arrivée de deux nouveaux modèles. Tout d'abord la Full Throttle qui revient principalement à des changements esthétiques et ensuite un tout nouveau modèle, l'Icon Dark. La Full Throttle, elle sera toujours inspirée du flat track avec un guidon bas, un garde-boue avant-court et le 62 sur le côté qui rappelle l'année de sortie de la première Scrambler chez Ducati. Elle sera disponible à partir de 12 590 €. Tout de même. L'Icon Dark, elle, du coup, tout nouveau modèle. Elle sera disponible à 9 900 €. Et évidemment, c'est toujours beaucoup plus positif de proposer des motos à prix un peu plus réduit et abordable. L'Icon Dark est décrite par Ducati comme le modèle le plus essentiel et moderne de la gamme Scrambler. Elle est équipée d'une technologie avec un écran TFT de 4,3 pouces, un système Ride-by-Wire, c'est fini le câble, et d'aide au pilotage moderne. Les feux de jour en forme de X et le système d'éclairage à LED sont censés donner une visibilité accrue. Ça donnera également une touche de modernité à son design qui lui reste malgré tout classique. Alors par contre, niveau couleur, c'est pas fou. Le noir, c'est beau, c'est propre, ça fait un petit peu badass. Mais bon, perso, j'aime bien quand une moto, c'est visible, que ça donne un petit peu de peps quoi à la vie. Surtout chez Ducati, je suis pas tout à fait convaincu. Mais ça, c'est que mon avis, ils ont bien dû faire des études de marché avant. On verra bien les ventes. Sinon, à part ces deux modèles, on retrouvera toujours la Icon classique et la Night Shift en 800 et toujours la Scrambler 1100. On va passer maintenant à ce qui est peut-être une des annonces les plus attendues de ces dernières semaines, celle qu'on n'attendait plus. Yamaha annonce la R9. Donc dessus on va retrouver le CP3, donc c'est le même moteur que pour la MT-09, la Tracer 9 ou encore la XSR 900. Il développe 119 chevaux à 10 000 tours toujours et 93 Nm de couple à 7000 tours. Donc ces chiffres ne changent pas par rapport aux autres modèles. C'est un moteur que j'ai jamais pu essayer mais que j'ai vraiment très envie d'essayer et je pense que ce sera un de mes prochains essais. Nico, s'il te plaît, prête-moi ta moto. C'est un moteur qui est utilisable sur route sans avoir peur de perdre son permis avant d'avoir passé la première moitié du compte tour en première. Quoique. Et on retrouve aussi toujours le châssis alu en Delta Box. Il sera malgré tout un petit peu différent, un peu plus rigide que sur les autres motos de la plateforme. Et au niveau du poids, on aura 195 kg tout plein fait, ce qui est plutôt pas trop mal. Selon Yamaha, l'aérodynamisme sera basé sur celui de la R6 par rapport au gabarit. Et on retrouvera dessus des winglets comme sur les autres Super Sport. Est-ce que c'est vraiment utile sur une moto comme la R9 ? Je sais pas, à vous de me dire. J'attends vos réponses dans le commentaire. Sinon au niveau des suspensions, des Kayaba de 43 mm en fourche inversée, ajustables évidemment dans tous les sens, et au niveau du freinage, ça sera par des Brembo Stylema évidemment. Au niveau du réservoir, 14 litres, ce qui propose une autonomie largement suffisante. La technologie qui sera à bord de cette R9 sera dérivée de la R1. On aura 3 modes de conduite, le mode Sport, Street, Rain, et ensuite des modes personnalisables via l'écran ou via l'application Yamaha. On retrouvera donc dans cette technologie un launch control, le quick shifter, un limiteur et régulateur de vitesse qui prouve que c'est bien une moto qui est prévue pour rouler aussi au quotidien. Et au niveau du coloris, évidemment, on aura le bleu Yamaha ou en noir. Au niveau du prix, ça a été annoncé à 13 499 €, donc c'est forcément à partir de, mais ça reste malgré tout raisonnable pour ce type de machine. Maintenant, un petit tour en Autriche avec KTM qui a officiellement dévoilé son nouveau système de transmission manuelle automatisée, l'AMT. Bref, une boîte automatique, comme on peut déjà retrouver chez BMW, Honda ou Yamaha. La marque autrichienne l'avait déjà présenté le système sous forme de prototype sur ce qui apparemment devait être une 1290 Super Adventure R. Et du coup, maintenant, le système est prêt à être déployé sur certains modèles en 2025. Ça sera sûrement sur les gros modèles. Donc comment marche ce système ? Une fois la première vitesse engagée, la marche avant initiée, en augmentant le régime moteur, l'embrayage centrifuge s'enclenche et met la moto en mouvement. Et donc c'est le côté centrifuge qui fera passer les vitesses une fois un certain régime ou une vitesse atteinte. Chaque changement de vitesse prend environ 50 millisecondes
à peu près la vitesse d'un quick shifter. Donc on pourra soit choisir d'utiliser ce système en mode entièrement automatique ou en manuel, dans lequel les vitesses sont changées à l'aide du levier de vitesse au pied, donc ce qui n'est pas forcément le cas chez Yamaha ou Honda par exemple, ou des palettes montées sur le Komodo. Donc ça sera à votre choix. Le mode manuel permettra aux utilisateurs de choisir le moment de la vitesse évidemment, et il n'y aura quand même pas de levier d'embrayage à gérer. Alors ça, à voir si c'est positif ou négatif, surtout pour ceux qui veulent emmener leur moto en tout terrain. Évidemment, une boîte comme ça, comme KTM le dit, ça facilitera le démarrage en pente, les manœuvres à basse vitesse, parce qu'il sera impossible de caler. Les changements de vitesse fonctionneront également en adéquation évidemment avec les modes de conduite. Donc si vous êtes en mode sport, ça passera les vitesses un peu moins rapidement. En mode rain, ça les passera sûrement un peu plus rapidement. Tout ça évidemment, j'irai l'essayer dès que ça sera disponible. Autre point important, la configuration de la boîte de vitesse sera différente des boîtes classiques. On aura une séquence avec le parking, puis le neutre, et enfin les vitesses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout en notant que les positions stationnement et neutre ne pourront être sélectionnées qu'à l'aide des palettes de changement de vitesse. Donc le point à noter sur cette boîte, c'est que, selon KTM toujours, le gain de poids serait minimal. Donc ça ferait pas une moto forcément beaucoup plus lourde. Alors tout ça c'est bien beau mais c'est pas tout. KTM nous annonce également deux nouveaux écrans TFT qui seront disponibles sur leur modèle phare dès l'année prochaine. On aura une orientation en portrait d'un écran de 8 pouces ou en paysage en 8,8 pouces. La résolution passera à 1280 par 720, l'écran sera tactile et il pourra contenir une cartographie hors ligne, ce qui est vraiment pas mal. Il y aura 4 fois plus de couleurs, donc bon, je suppose que ça sera un peu plus joli que les générations actuelles. Ils auront également un traitement anti-reflet et anti-trace d'empreinte. Donc écran plus grand dit qu'on pourra avoir des boutons virtuels dessus qui enlèveront le besoin d'interrupteurs extérieurs pour les poignées, les sièges chauffants, etc. 5 options de personnalisation de l'écran en tant que tel seront prédéfinies. Ils seront accompagnés donc d'une légère modification des Komodo. On aura un bouton dédié pour changer les modes de conduite et ça c'est quand même plutôt pas mal. Et un nouveau joystick pour pouvoir se diriger dans ces écrans. On reste dans le groupe KTM mais on va passer à Husqvarna qui a présenté une toute nouvelle bécane pour 2025, la très attendue Vitpilen 801. Donc elle s'appuie sur la plateforme LC8 de KTM dans laquelle on va retrouver par exemple la 790 Duke et la plupart des composants seront eux repris de la Svartpilen 801 qui est également issue de cette plateforme. Donc les similitudes, donc on va retrouver évidemment le moteur, les composants du châssis et le package électronique. Donc, ce moteur développera toujours 105 chevaux à 9250 tours minute et un couple de 87 Nm à 8000 tours. Le poids est estimé à 180 kg à sec, soit seulement 1 kg de moins que la Svartpilen, et ce qui en fait une moto quand même très légère. Le freinage lui sera assuré par Jijuan, 2 étriers à 4 pistons à l'avant, un disque de 300 mm, et un étrier à l'arrière simple à 2 pistons. L'ABS Bosch est de série, tout comme le contrôle de traction, et le tout aidé par une centrale inertielle à 6 axes. Il existera dessus 3 modes de conduite électronique, à savoir Rain, Road et Sport, ainsi qu'un 4e mode complètement personnalisable qui fera partie d'un pack en option, le Dynamic Pack. Dans ce pack, on retrouvera également l'ABS Supermoto. Tout ça, ça sera en fait déjà dans la moto. Il faudra juste le débloquer électroniquement en payant ce pack. Je suis pas très fan de ce principe. Si c'est un truc qui est déjà sur la moto, en fait, ça devrait être inclus dans la moto. Si c'est une pièce en plus, je veux bien qu'on paye une option. Là, pour le coup, je suis pas très fan. Donc on retrouvera également un tableau de bord TFT de 5 pouces avec une connectivité pour les smartphones et qui comprendra la navigation étape par étape, la gestion des appels et de la musique. Donc le guidon, lui, sera positionné plus bas que sur la Svartpilen pour créer une position de conduite un peu plus agressive. Mais bon, ça n'a rien à voir pour ceux qui ont connu les 401 d'il y a quelques années. La différence entre la Svart et la Vitpilen 401, alors là c'était très extrême. Là ça n'a rien à voir, c'est légèrement plus bas. Une autre différence majeure entre les deux machines, ça sera le phare avant, un phare bi-LED qui lui donne une identité assez unique. Elle existe en gris et noir mais aussi en jaune et ça c'est pas mal parce qu'elle est très belle en jaune. Elle sera disponible dès début 2025. Le prix n'a pas encore été confirmé mais juste pour comparaison, la Svartpilen 801 est vendue à 11 299 depuis le début de l'année. On va rester en Europe, mais on va regarder de l'autre côté de la Manche où Triumph annonce une grosse mise à jour de sa Trident avec des nouvelles couleurs, un travail sur la suspension et un nouveau mode de conduite sans augmentation de prix. Et ça, c'est plutôt pas mal.
La moto sera donc proposée à 8 695 €. C'est une machine pour laquelle j'avais beaucoup d'espoir parce que c'est une marque qui est quand même connue pour sa qualité. Dedans, retrouver un 3 cylindres dans une machine de moyenne cylindrée ouverte ou à 2, c'était pas mal. Connaissant le châssis de la Street, je m'attendais un petit peu à retrouver ça. Malheureusement, lors de l'essai, le moteur m'avait vraiment déçu. Surtout par rapport à une Street Triple 660 qui n'existe malheureusement plus, et c'était beaucoup moins fun, moins tranchant. Il y avait une sorte de petit retard à la poignée des gaz qui m'avait beaucoup dérangé à l'époque. J'espère donc que ça a été corrigé avec le temps, surtout avec ce nouveau mode. Apparemment sur les Daytona 660, plus trop ce problème en mode sport, donc bon espoir pour l'année prochaine. On notera aussi l'arrivée en 2025 d'une centrale inertielle pour notamment l'ABS sur l'angle, et donc l'ajout de ce mode sport qui permettra cette amélioration de la réponse au gaz, j'espère, un quick shifter up and down et un régulateur de série. On gagne juste 1 kg par rapport à la version précédente, ce qui nous amène à 190 kg. C'est quand même dans la moyenne basse de cette catégorie. L'écran TFT avec MyRad, l'appli de connectivité de Triumph, sera dorénavant de série. Côté suspension, les fourches ont été légèrement modifiées en compression et en détente pour un peu plus de confort. Au niveau des nouvelles couleurs, on va trouver du jaune, du bleu, du rouge, en plus du noir qu'on pouvait déjà retrouver cette année. Pour le coup, elle mériterait vraiment un nouvel essai, et je pense que si ces défauts sont corrigés, les japonaises ont vraiment du souci à se faire. On va rester chez Triumph qui nous tease cette semaine 800 sans beaucoup plus d'infos au moment où j'écris ces lignes, à savoir ce qu'on va retrouver avec ce moteur. Perso, j'aimerais bien une Daytona 765 qui serait retravaillée, gonflée à 800 cm3 et qui ne serait pas bridable en A2, en gardant évidemment les 765 pour les streets qui, eux, sont adaptables en A2 à 95 chevaux. Ça, c'est que mon avis et mes envies personnelles. Parce que sinon, je vois pas la Trident avoir 2 motorisations ou la Tiger qui vient d'être rationalisée récupérer de nouveau un 800. Les gammes classiques sont déjà pas mal complètes, surtout avec la Speed Twin 900 qui vient d'être annoncée. Je vous en parle la semaine prochaine beaucoup plus en détail. Donc on va voir tout ça et je vous tiens au courant. Direction maintenant le pays du soleil levant pour une double nouveauté annoncée par Kawasaki. Alors tout d'abord une niche que j'apprécie sur le principe tout particulièrement, les sport toureurs, et donc c'est bien la Ninja 1100 dont on parle. Donc le 4 cylindres de Kawasaki passe à 1099 cm3, ce qui lui donne 50 cm3 supplémentaires par rapport à la précédente itération, mais bizarrement on lui enlève 6 chevaux, donc plus que 134 chevaux, enfin que 134 chevaux à 9000 tours, on s'entend, c'est déjà vraiment pas mal, mais l'avantage c'est qu'on aura plus de couple, plus tôt et sur une plus grande plage. En tout cas c'est ce qu'annonce Kawasaki. Ce qui nous amène donc à 113 Nm à 7600 tours au lieu de 111 Nm à 8000 tours précédemment. Le quick shifter aura été retravaillé lui aussi pour être utilisable plus bas, dès 1000 tours minute. On retrouvera une connexion USB-C, un plus gros disque de frein à l'arrière. Et surtout, grosse nouveauté, on va retrouver une Ninja 1100 SE avec un freinage Brembo, à l'arrière un choc Öhlins, des poignées chauffantes de série. Et ça, c'est vraiment pas mal. Le SE sera disponible en vert et en noir et la SX uniquement en art. Au niveau du prix, la SX sera disponible dès 15 500 € et la SE 16 500 €. Et franchement, vu les différences, 1000 balles de plus, c'est pas si déconnant que ça en fait. Et donc vous savez, la mode chez les constructeurs en ce moment, c'est de rationaliser les coûts et donc de créer des plateformes. Et donc ce moteur retravaillé pour la Ninja 1100 sera également disponible sur la nouvelle Kawasaki Versys 1100. Donc on retrouvera exactement le même moteur sans aucune différence, contrairement au Versys 1000 et Ninja 1000 qui elles étaient pas réglées pareil, là ça sera exactement la même. On trouvera également le même quick shifter amélioré que sur la Ninja. La Versys 1100 sera disponible à partir de 16 000 € pour la version SE qui aura les suspensions semi-actives notamment en plus de la version S. Pas de version base prévue pour la France et sinon pas beaucoup de nouveautés sur cette nouvelle Versys, malheureusement, à part ce légère modification du moteur et les suspensions pour la version SE, ce qui est vraiment dommage parce que les concurrents, eux, ne traînent pas à annoncer des nouveautés sur les trails routiers. Et donc pour finir, on va passer chez Honda avec la nouvelle NT1100 pour 2025 qui va être donc mise à jour. Cette routière qui est déjà de base bien équipée et pas mal plus abordable que ses concurrentes. Et donc on retrouvera en plus de la version boîte manu et de la version DCT, une nouvelle version DCT mais avec des suspensions semi-actives Showa, celles que l'on peut déjà retrouver sur l'Africa Twin notamment. Elle aura également une centrale inertielle à 6 axes avec contrôle de l'ABS, contrôle du wheeling, du lever de la roue arrière. Bon, pour cette moto, je suis pas sûr que ce soit le plus utile, mais je pense que c'est de base comme ça. Le DCT a lui été retravaillé pour un démarrage plus souple. Pour ceux qui l'ont déjà testé, c'est déjà quand même pas
pas mal souple. Et le moteur, lui, sera inchangé au niveau du nombre de chevaux, mais par contre 7% de plus de couple qui arrivera un petit peu plus tôt. Donc la bulle sera dorénavant réglable d'une main sur 5 niveaux. C'était pas vraiment le cas avant, et ça c'était pas vraiment acceptable de la part de Honda. Heureusement que ce changement a été fait. Donc la selle devrait être beaucoup plus confortable avec un gain de surface de 20%, et les sacoches latérales gagnent 4 litres. On peut enfin y mettre un casque intégral. Une routière dans laquelle on peut pas mettre un casque intégral dans une sacoche, c'est quand même un petit peu bizarre. Mais bon, apparemment, c'était le choix de Honda il y a quelques années. Et autre point positif, eh bien, on va retrouver 2 séries dorénavant, les poignées chauffantes, la béquille centrale, les prises USB, l'écran TFT, avec une connectivité Bluetooth. Le prix lui passera dorénavant à 14 749 en manuel, 15 749 € en DCT, et la version DCT avec les suspensions semi-actives passe à 16 749 €. Donc aujourd'hui, ça faisait vraiment un paquet de trucs à voir. Les prochaines vidéos seront sûrement un peu moins longues parce que j'aurai sûrement beaucoup moins de retard sur l'actualité. En tout cas, pour ne pas la louper, vous n'oubliez pas, faut vous abonner. Et puis on se revoit dimanche prochain, ou voire peut-être avant pour un essai. Qui sait, abonnez-vous.